On part à Saffré pour découvrir les chichinettes, de drôles de petits bolides que nous présente Divéo Média. On parlera aussi véhicules anciens, une spéciale automoto donc cette semaine. Bonjour, connaissez-vous les chichinettes? Non? Eh bien ce sont des voitures sans permis transformées en bolides. À Saffré, une association s'est créée, les chichinettes saffréennes. Elle regroupe une trentaine de membres qui organisent désormais chaque année une journée de démonstration de ces drôles de petits engins roulants. Alors, c'est difficile ce genre de course, c'est pas vraiment une course. C'est pas une course, c'est à la base un échange entre nous, c'est un amusement, c'est un truc sympa, un truc d'un dimanche qu'on organise souvent, 8 fois dans l'année, les fous roulants. On organise ça à Pont-Saint-Martin dans le sud de Nantes. On vient sur Saffré qui nous invite. Nous sommes une association à la base qui dure depuis c'est la 24e année. Et donc on est invité par Saffré qui sont depuis 7 ans, je pense, 6 ou 7 ans. Qui ont monté leur asso aussi à eux, qui veulent se démarquer du Sud-Loire et qui veulent monter leur petit projet. On les aide, on les booste et on y va. On est venu. Elle a 30 ans, plus de 30 ans, presque 40 ans. C'est juste une coque en résine. Nous, on agrémente un châssis renforcé, arceau pour protéger le pilote et les autres, bien sûr. Et dedans, c'est un moteur de 50 cm3 de mobilette à la base ou de scooter. Et voilà, tout simplement. C'est un moteur un petit peu gratté, tout le monde se fait son petit réglage. Et voilà, tout simplement, c'est un moteur de 50 cm3 avec une voiturette en résine qui a 30 ans. Voilà. Contrairement à ce que tout le monde croit, le sport mécanique n'est pas macho. Et je reviens là-dessus parce qu'en fait, non, on a 8 femmes chez nous qui sont complètement dedans et qui battent souvent les hommes d'ailleurs, tout à fait. Je peux vous le dire, je vais me marier dans une semaine et ma femme me bat. Donc avec celle-là d'ailleurs, c'est la voiturette de ma femme, simplement. J'ai commencé en tant que copilote à côté de Cyril. Et puis j'ai fait 1 an et j'ai eu trop envie de rouler parce que d'être à côté ça va bien un moment. Et après on a vachement envie de prendre le volant et puis d'aller s'éclater. C'est une super ambiance et franchement rouler une voiture c'est génial, on s'éclate, on se rentre dedans et voilà. On n'a pas le droit à plus de 50 cm3. Pas au-delà. Oh ça va pas vite, hein. Ça va pas vite. Hein. Les petites voiturettes ça va pas vite. Hein. C'est spectaculaire mais ça va pas vite. She looks at me, in her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes, yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles. Alors ça c'est une Cadillac Sedan de ville, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus courte que la Fleetwood. La Fleetwood c'était le gamme qui était un peu plus longue, qui faisait 25 cm de plus. Le gars qui l'avait avant moi a refait entièrement le moteur et malheureusement il a cassé une pièce dessus qui fait qu'il l'a laissé tomber un peu et qu'au bout de 3 ans il l'a vendu à cause de cette panne mécanique qui m'a permis moi de l'acheter et de la remettre un petit peu en état parce que je ne l'ai pas vraiment restauré. J'ai juste fait une petite peinture vite fait dessus et remis le moteur en état pour pouvoir rouler avec. Le problème c'est le temps parce qu'une restauration comme ça, il faut compter en totalité de temps de travail. Je dirais, si on compte la carrosserie, si on passe par la sellerie, les chromes et tout ce qu'il y a à refaire, il faut compter 1500 heures de travail. Quoi. Donc quand on y passe que les week-ends, c'est un peu long, donc je préfère rouler avec, me faire plaisir, que de l'arrêter et ne jamais rouler avec. Quoi. J'ai déjà le même modèle en cabrio que j'ai depuis 16 ans et que j'ai encore jamais roulé avec, donc je préfère me faire plaisir avec celle-ci et être sûr de pouvoir s'en servir. Toute option, oui, c'est-à-dire qu'elle a donc les vitres teintées, glace électrique, avant, arrière naturellement, siège électrique, système de code phare automatique,
climatisation, et tout ça d'origine. Avec la radio d'époque, la pendule d'époque. L'avantage de ce modèle-là en 53, c'était le premier à avoir 12 volts, qu'avant 53, c'était quand même en 6 volts et un peu plus de mal à démarrer, quoi. Alors c'est sûr que des voitures comme ça, bon, ben, dans les petites villes comme Château-Giron, dans les ruelles ou autres, c'est toujours plus délicat qu'avec une 4 chevaux, c'est sûr. Bah, disons que c'est bien la direction assistée, donc c'est vrai qu'on a une facilité de conduite. C'est vrai que ce modèle-là, en 53, par rapport à des modèles de 55-56, ont des ailes plus basses. Et pour se garer, c'est vrai qu'on ne voit pas les ailes sur le côté, le bas des ailes, et c'est un peu plus délicat. Mais sinon, ça se conduit très bien et c'est très souple comme voiture. TV Sèvres-et-Maine nous invite à remonter le temps aujourd'hui. Reportage au musée de l'horlogerie à Tiffauges. Tout à fait exceptionnel. Tiffauges a l'art de remonter le temps, au son des tic-tac et du cliquetis des engrenages. Les 10 bénévoles vous accueillent au musée Lusso de l'horloge publique, vous faisant découvrir 40 horloges et 15 fabricants. Le musée a été créé il y a quelques années dans un atelier qui a été dédié à la fabrication d'horloges publiques, puisque construit en 1870 pour la fabrication d'horloges publiques. Qu'est-ce qu'une horloge publique? C'est l'horloge qui équipe les tours, les églises, les beffrois, les mairies et tout ce que vous voulez qui donne l'heure au public, y compris les gares. Château aussi. Il y a aussi les châteaux, en particulier dans la Sarthe. La société Lusso a été créée en 1870 par Gabriel. Moi, j'en suis à la 4e génération. Gabriel qui a eu l'idée, il était menuisier, voyez-vous, comme quoi on arrive à tout. Et il travaillait le soir dans son grenier, aux dépens de sa femme. Et un jour, il a fait sa première horloge en bois. Nous ne l'avons pas retrouvée. Et grâce au prêtre du pays, qui était beaucoup plus, pas intelligent, mais formé, etc., lui a dit, mais il ne faut pas rester sur ce modèle-là, il faut commencer à faire des pièces mécaniques. Et voilà le début du lancement. D'autre part, je pense qu'il faut se rappeler que c'est en 1894, au mois de mars, qui a été déclarée en France une heure officielle, parce qu'il y avait le train qui commençait à arriver. Il y avait des heures différentes. Si vous passiez à Brest ou à l'est de la France, Strasbourg, il pouvait y avoir 2 heures de décalage. Donc il fallait une heure officielle. Alors est-ce que ça a été le début du lancement de sa fabrication, malgré les autres fabricants qu'il y avait en France? C'est peut-être cela aussi. Et Gabriel avait une grande dévotion à la Vierge. Donc sa première horloge, il l'a offerte à Lourdes. Elle a été détruite, on ne sait pas où elle est. Mais par contre, le carillon que vous entendez à Lourdes maintenant était de fabrication Lusso. Il a été installé, l'horloge a été installée en 1875 et le carillon en 1895. La grande rosace extérieure qui fait, devinez, 5 mètres de diamètre. Les chiffres sont en émail, ils font 52 cm, 2005, l'année de son décès. Voyez-vous. Et après Lusso, c'est propagé. Lusso, mon père, Joseph, a racheté en 1929 justement le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. C'est un bâtiment qui renferme toute la collection d'horloges et comme je vous le précise, je pense que c'est la seule collection d'horloges publiques qui soit présentée dans un atelier qui était dédié à la fabrication de ces horloges. Il a fonctionné jusqu'en 1980. Un petit retour, vous avez dit qu'à cette époque-là, au début, il fallait qu'il y ait une heure qui soit universelle, tout au moins en France. Comment faisiez-vous pour que chaque pendule, chaque horloge, chaque montre puisse exactement être à l'heure indiquée? Ah, c'est une très bonne question, à laquelle il faudrait que je me penche pour la creuser. Voyez-vous, il faut se remettre quand même dans les années 1870. Oui, bien sûr. On n'est pas à 5 minutes près, 10 minutes près. Il faut savoir que les horloges auparavant, elles avaient quelquefois des décalages de 1 heure, de 2 heures dans la journée, mais nous avions une petite indication de l'heure. Les gens avaient une petite indication de l'heure.
Et là, l'heure officielle, ben, ça commençait à venir parce qu'il y a eu quand même les méridiens de Paris, puis après le méridien de Greenwich, qui commençaient à donner les heures. Sans oublier le cœur des horloges, les engrenages. Ah, le fonctionnement des engrenages, quand vous pensez qu'il y a 200 ans, les engrenages, tout était fait à la main. Les grandes roues qui font 50 cm de diamètre, toutes les dents étaient faites à la main. Vous voyez le nombre de coups de scie qu'il faut donner. Et donc de précision. Et de précision ensuite, parce qu'ils avaient toujours des gabarits. On travaillait tout le temps dans la mécanique avec des gabarits. Alors bien sûr, totalement différent de nos téléphones qui nous montrent l'heure. Ah, tout à fait différent, mais comme je vous le précisais, 30 secondes ou 1 minute près, c'était déjà très correct à cette époque-là. Nous avançons dans le temps et les gens n'étaient pas esclaves du temps, comme nous le sommes en ce moment. Il faut savoir aussi que lorsqu'ils installaient une horloge, dans la fin du siècle 19e et début 20e, l'horloge était réceptionnée par monsieur le maire et son conseil municipal. Ils montaient tous dans le clocher. Il fallait qu'il y ait une présentation exceptionnelle. Et je vais vous faire voir les petits détails qu'ils avaient fait. Des liserés en argent, des liserés en feuilles d'or, de façon que ça flatte à l'œil. Et je pense qu'il n'y avait pas une publicité comme maintenant, donc c'était le bouche à oreille. Vous êtes à Clisson, dont nous avons les 2 installations des églises. Il y a la commune d'à côté, Valette, qui voulait acheter une horloge. Je suppose que monsieur le maire ou le délégué responsable de la ville de Valette demandait à son collègue de Clisson: qu'est-ce qui t'a fait de ton horloge? En es-tu satisfait? Est-ce que la qualité est belle? Est-ce que la présentation était bonne? Et voilà, et c'était parti. Et c'est pour ça que Lusso, de 1870, où il a fabriqué quelques horloges, à la fin du siècle, il en a fabriqué des centaines, et jusqu'en 1970, nous en avons fabriqué des milliers. Nous étions pratiquement, après la guerre, le seul fabricant et le plus grand fabricant d'horloges publiques. Exportation dans le monde entier, Japon, Afrique ou même États-Unis. Le musée de l'atelier à remonter le temps vous accueille toute l'année sur rendez-vous.